La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En 2022, dans l'épisode 58 de Papille, je rencontrais Delphine Baudier. Elle avait ouvert Pampa depuis 2 mois et nous racontait tous les coulisses de sa reconversion en pâtisserie. 3 ans plus tard, Pampa a fermé et Delphine a vogué vers de nouvelles aventures. Le bon moment pour faire le point, non ? Alors dans ce nouvel épisode, elle nous raconte cette fois-ci les coulisses de Pampa. 2 années de dessert à apprendre le métier de chef d'entreprise et de chef pâtissière, à trouver sa place, à dire oui puis à oser dire non. Avec beaucoup de sincérité, Delphine nous parle de reconversion, de solitude, d'humanité, de joie et surtout de ce qu'on garde d'une aventure quand elle se termine. Encore un grand merci Delphine pour tout ce partage et moi je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Delphine. Bonjour. Comment vas-tu ? Super bien. Je suis en week-end, donc c'est toujours bien. Et je suis très contente d'être là et de faire ce podcast qui permet de faire une introspection aussi quelques mois après la fin de l'aventure entrepreneuriale. Donc c'est une petite psychothérapie professionnelle. Là, je suis trop contente moi aussi parce que du coup, pour mettre un petit peu de contexte, oui. Pour les auditeurs et auditrices qui n'ont peut-être pas encore écouté l'épisode, et si c'est pas le cas, je pense qu'il faut écouter l'épisode 1 qu'on avait fait. Voilà, c'est la saison 1. Pour comprendre. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2022. C'était il y a 3 ans. Ah ouais. Et à l'époque, tu venais du coup de terminer, enfin, c'était à la fin de ta reconversion et tu venais d'ouvrir Pampa à Villeréal. Alors, quand on s'était parlé, j'avais ouvert ? T'avais ouvert. Ah oui, ok. Mais très récemment. Ok, oui, voilà, ça devait être les débuts. Oui, je me souviens très bien du jour où on l'a fait, ouais. Oui, c'était au tout début. Okay. Et du coup, on s'était dit déjà à l'époque, je t'avais dit, on pourrait faire un épisode dans 1 an, 2 ans pour voir où est-ce que t'en es. Et du coup, il y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, mais je sais qu'on l'avait dit qu'on voulait faire cet épisode et tout. Et en plus, c'est un épisode qui a beaucoup plu parce que c'était un des premiers épisodes que je faisais autour de la reconversion. Et il a énormément plu et je me suis dit tiens je referai bien etc. Et en fait je me suis aperçue du coup qu'entre-temps Pampa avait fermé. Mais tu venais de fermer parce que t'as fermé fin 2024, c'est ça ? C'est ça, enfin, à l'automne dernier. Voilà. Et donc je t'ai quand même contactée parce que je me suis dit on sait jamais, ça peut être quand même intéressant. Et donc on est là pour parler de tout ça. Ouais, mais il y a de quoi dire, je crois. Déjà entre 2022 et 2024, donc il y a quand même eu 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se passait Pampa Alors, donc je venais de Paris. J'ai ouvert dans un village du sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne, parce que d'une part mes parents étaient dans la région et ensuite il y a un village. Donc c'est un petit village de 1200 habitants qui s'appelle Villeréal, qui est parmi les plus beaux villages, enfin classé le plus beau village de France. C'est extrêmement touristique. J'avais un emplacement de rêve. Et tu connaissais avant ? J'étais allée 1 ou 2 fois, Je connaissais beaucoup de réputation, de bouche à oreille, et je savais que si je devais faire quelque chose dans la région, ce serait là. Et honnêtement, nulle part ailleurs, même avec le recul que j'ai aujourd'hui, il y a une forte clientèle hollandaise et anglaise à l'année, plus hollandais en été, mais à l'année aussi. Et ça me rassurait. Parce que j'avais un esprit coffee shop, des scones, de la biscuiterie, cake et aussi pâtisserie. Mais je sais que ça, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup, qu'ils en trouvent pas, en tout cas pas dans la région. Évidemment, à Paris, t'en vois beaucoup, ou dans certaines grandes villes, mais ça, c'était chouette. Et aussi, c'est un village très touristique en été et à d'autres temps forts de l'année. Donc voilà, ça me rassurait. Je savais que ça me permettait d'être indépendante, d'ouvrir toute seule, ce qui est
appliquer à Paris, mais en sachant que j'avais quand même une base plus bien sûr la clientèle locale et voilà. Est-ce que tu avais galéré un peu à trouver un local ? Non, super facile. Non, j'appellerais pas ça galérer. Mon père m'a visité avec moi. On en a visité quelques-uns, mais c'est 3-4. Donc, j'appellerais pas ça galérer. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on prenait un café sur la terrasse qui est devenue la mienne. Et mon père me dit, ah, c'est bête, 2 ans près. Je ne connaissais qu'une seule personne dans la région, qui est un producteur de noisettes, que j'avais découvert grâce à un podcast. Et sa femme est agent immobilier. Et je crois que c'est le soir même, il m'a appelé, il m'a dit elle vend. Donc, bon, voilà. Moi, je crois pas en beaucoup de choses, mais ce genre de... Et c'était idéal. Et je partais de l'idée d'une pâtisserie, pas forcément, même pas du tout, initialement d'un salon de thé ou d'un coffee shop, enfin pas de place assise. Et là, j'avais quand même beaucoup de places assises. En terrasse, il y avait une 40aine max, et à l'intérieur, une 20aine. Et en fait, déjà pour le business, c'est vraiment bien. Et puis pour l'humain, c'était très chouette et j'ai adoré. Donc on a trouvé assez vite. Tout ça pour dire qu'on a trouvé assez vite. Et que j'ai trouvé en juin et je suis partie 2 mois après, donc ça a été très vite. J'avais rien de prêt, j'avais pas de business plan, j'avais rien. Ouais. Et oui, j'ai eu peur, j'ai râlé au début, je dis non mais c'est bon, je le fais pas. Et puis après, je me suis dit mais tu trouveras jamais un tel emplacement. Ouais, parce que ça allait être ma question. Du coup, en plus, tu changes tes plans parce que tu te dis je voulais pas d'endroit finalement avec de place assise, mais là il y en a. Comment est-ce que, enfin du coup en 2 mois, tu fais ton business plan, tu établis tout ça. Ah ouais, non, ça a été... je pense qu'il faut... Avec le recul et tout ce qui s'est passé, je savais pas ce qui m'attendait. Il vaut mieux pas le savoir. C'est comme un enfant. On entend que c'est difficile, mais on se rend compte quand on l'a. La chambre de commerce de Paris m'a aidée pour le business plan. Et après, mais quand t'as pas le choix, t'y vas. Mais j'ai quand même un peu... C'était en post-Covid, donc c'était très long. Très très long d'avoir le matériel, tout était un peu ce qui m'a permis de traîner un peu, ce qui m'a servi d'excuse en fait, je pense, à repousser et en fait non, j'ai pas ouvert en étant hyper blindée, en ayant toute ma carte de l'année. Non, j'avais une base solide en tout cas de recettes, je savais ce que je voulais pas. Et puis après, tout s'est fait progressivement et c'est à la fin des travaux où ça c'est devenu réel. Et il y avait on avait une brocante tous les mois, comme beaucoup de monde qui arrivait. C'était le jour de la Saint-Valentin. Je me suis dit, bon, coup double, Saint-Valentin, brocante. Allez hop, j'ouvre, j'avais pas le bon four. J'ai cru que j'allais jamais avoir ma vitrine à temps. Et puis voilà. Après, il faut y aller en fait. Oui, puis j'imagine que c'est dans le moment où tu te dis, en fait, quand tu te fixes une deadline, en mode ça doit ouvrir tel jour. Ouais, là, il fallait. Tu fais tout pour que ça ouvre. Je crois que la carte, j'ai dû la faire dans la semaine. Honnêtement, je sais même pas. C'était vraiment... je pense que c'est comme tes impôts. Tu sais que tu dois les déclarer et puis tu les fais la veille. Et moi, j'avais peur, en fait. J'avais peur que ça devienne réel. Et mes parents, on en parlera, mais m'ont beaucoup aidée. Mais ça restait un risque que j'ai... Enfin, c'était mon entreprise. J'étais toute seule. Je connaissais personne dans la région. Ça a été quand même personnellement aussi quelque chose. Et je pense que j'avais peur. Et puis, en fait, il faut y aller, ouais. Ah, c'est la première fois que tu faisais ça, en plus. Oui, ouais. Tes parents, ils n'étaient pas du tout dans ce secteur-là, ni d'avoir des boutiques ou quoi que ce soit. Non, pas du tout commerçant, pas du tout, ni dans l'artisanat. Mon père, ça l'avait démangé il y a longtemps. Il avait passé même des entretiens, je crois, à Ferrandi pour la boulangerie. Mais il avait 50 ans et il m'a dit c'est trop tard. Donc je pense que il s'est un peu projeté. Il m'a énormément aidée dans les travaux déjà, dans tout d'ailleurs. Ma mère était, je sais pas si elle écoutera, très sceptique. Pour c'est moins qu'on puisse dire. Et en fait, elle est venue à la fin des travaux et ça lui a plu, je crois. Elle a pas pu être là à l'ouverture pour des raisons médicales. Elle a été là la 2e semaine. En fait, Pampa, ça a pris tout de suite. C'est l'avantage des villages et j'avais un concept assez unique, je crois, dans le coin. Donc, pas besoin de faire de la pub, ça se démarque facilement. Et voilà, et après, eux, ils ont vraiment fait partie de l'aventure. Ils étaient là tous les week-ends, voire plus. Et pour les clients, Pampa, c'était moi, mais c'était aussi eux. Il s'est passé combien de temps entre le moment où, du coup, tu signes, t'as le lieu et le jour où t'ouvres ? 4 mois.
Ok. Oui, donc tu dis j'avais peur, mais en fait c'était quand même assez court parce que... Oui, disons qu'en fait pour des raisons matérielles, j'ai ouvert avec un four qui était pas le mien, qui était pas un four pro. Je l'ai eu quelques jours après, ça a été, mais de toute façon, la vitrine, ça a été très compliqué. Donc de toute façon, j'aurais pas pu ouvrir beaucoup plus tôt. Pour la partie travaux, oui. Comment t'as pensé tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a un peu des codes, entre guillemets, oui. À respecter sur comment on construit une vitrine, comment tu disposes les places pour les gens. Alors ça, ce qui m'a énormément aidé. Alors j'ai toujours été dans le retail, dans la vente, mais pas en alimentaire. Mais avant d'ouvrir Pampa, j'ai travaillé 1 an chez Meunier. Je crois, ou leur plus grosse boutique à Paris, avenue Victor Hugo. Et ça m'a énormément appris. Pourtant, j'étais en vente, mais je me suis très bien entendue avec mon responsable, qui est aujourd'hui un ami, qui je pense écoutera, Alexis. Et le fondateur de Meunier, on communiquait pas mal. C'est quelqu'un qui a un vrai sens du business. Et ça, j'ai appris chez eux. Le sens de circulation, la vente additionnelle. Je leur ai pris plein d'idées. Le cake à la part, les mini financiers, les petits biscuits en caisse. Et ça, je l'ai fait dans le parcours, en concevant ma boutique. J'ai vraiment respecté ça. Par où le client rentre et jusqu'au moment où il caisse, il faut qu'il ait vu tout ce qu'on peut lui proposer. La boutique était déjà, même si on a tout changé, il y avait déjà une base. Et après, j'ai aussi appris comment fluidifier le service. Il y avait un poteau en plein milieu. On a réussi à l'enlever. Comment penser les espaces pour que, pendant les services, on soit le plus fluide possible. Et ça, je l'ai vraiment appris là-bas. C'était déjà une pâtisserie ou c'était juste un café? C'était une épicerie bar à tapas portugaise, donc rien à voir. Mais il y avait, en termes de structure, on n'a pas eu à casser grand-chose. Il y avait, moi ça c'est un truc que j'arrive à faire. C'est dans un endroit qui n'est pas ce que je voudrais. J'arrivais à visualiser. Et c'est ce qui a fait que j'ai choisi cet endroit aussi. Il y avait une grande baie vitrée, une terrasse parfaite. Il y avait un labo que j'ai changé, mais il y avait une base. Donc, il y avait une petite partie du travail quand même qui était faite. Donc, ça prend vite, c'est ce que tu as dit. Avec les clients, il y avait beaucoup d'attentes dans le bon et dans le mauvais sens. Il y avait beaucoup de gens du coin qui pensent, une femme seule, parisienne qui débarque. Et il y a des tas de gens qui ne sont jamais venus chez moi. Jamais. Du village. Oh, bien sûr. Donc voilà, mais il y avait aussi beaucoup d'attentes positives, super, un nouvel endroit qui ressemble à ce qu'on a pu connaître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voyagé, qui ont vécu ailleurs, donc ça a pris tout de suite. Et il y avait un autre très grand, vraiment une grande boutique, pâtissier, chocolatier, glacier, qui était fermé à ce moment-là. Ils avaient eu un incendie, ils ont ouvert l'été après. Donc, j'ai aussi bénéficié de ça. Mais en fait, heureusement qu'il a rouvert. Parce que moi, je ne pouvais absolument pas répondre à la demande toute seule avec une apprentie. Et donc, quand ils ont rouvert, chacun a tout à fait retrouvé et ses clients et son positionnement. Parce que rapidement, tu as eu une apprentie ? Je l'ai prise, j'ai ouvert en février, elle est arrivée en juin, heureusement. J'ai eu beaucoup de chance sur mes apprentis. Je ne sais pas si elles écouteront, mais vraiment, j'en ai eu 2 merveilleuses, différentes toutes les 2, et vraiment, c'était des bras droits. Sans elles. Alors, la première les 2 ont du mérite, mais la première, c'est vrai qu'elle a dû subir mon stress. Je savais pas où j'allais. Et ensuite, Lucie, qui est ma deuxième apprentie, c'était super parce que elle avait travaillé. Elle est tombée du ciel déjà, parce qu'elle venait de Provins, pas loin de Paris. Quelqu'un de très timide, elle a tout quitté. Elle est venue pour 1 an et elle est vraiment tombée du ciel et elle était parfaite. Et ce qui était génial, c'est que grâce à elle, j'ai pu, moi, me redécaler vers la boutique. Et puis, elle a pu être autonome en prod. Donc, on avait chacune trouvé notre place et c'était génial. Mais au début, c'est mes parents et mon père qui m'aidaient. Et c'était chaotique. Mais ça, en fait, avec le recul, c'est génial. J'en rigole. Tout ce qu'on a... Je dis parce que vraiment, mes parents aussi, on a appris en faisant. Mon père est devenu barista. Moi, je savais pas faire du service en salle, organiser un service, des tables. Il y a eu des moments...
Il y a un jour au mois d'août où ma mère était malade. Ma mère était à la plonge et elle prenait son poste très à cœur. Et mon extra est pas venu. Au mois d'août, c'est Noël à Paris, en fait. C'est énorme. Okay. C'était un chaos. Et voilà, on a appris en faisant. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours vu Pampa comme un brouillon, mais dans le bon sens. Pour moi, c'était un test à échelle gérable, on va dire. Et c'est-à-dire, voilà, j'ouvrais dans un village et il y a une facilité dans un village où tu as moins de pression, je trouve, je peux me tromper, que dans une grande ville et j'avais plus de flexibilité. Et si c'était calme, je sais pas, par exemple, je pense à un 14 juillet, c'était très calme, j'ai fermé plus tôt, je suis allée à la piscine. Ouais. Voilà, c'était très adaptable et ça permettait d'avoir une première expérience sans se sentir... Ouais, peut-être des exigences à Paris. Si un jour tu fermes 5 minutes plus tôt, il y a des gens qui vont dire et qui reviennent plus. Donc voilà, mais c'était une aventure. C'était vraiment une aventure, ouais. Je pense que la grosse différence, c'est qu'à Paris, en fait, t'as tellement d'offres qu'il faut vraiment te démarquer pour que les gens viennent chez toi et que tu trouves tes habitués. Puis à Paris, les gens sont quand même durs. Je le vois sur des avis Google. Là-bas, c'était quand même beaucoup plus bienveillant. Ici, on va se lâcher pour du négatif, mais on prend rarement le temps d'écrire que c'est positif. En fait, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Là-bas, la pression du village, c'est quand même quelque chose. Il y a 0 anonymat. Et ça, c'est pesant, personnellement, surtout. Et puis, il y a des craintes, des petites histoires de village, les uns les autres, mais je pense que c'est des choses que tu peux retrouver dans un quartier à Paris. Oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, l'avantage, c'est que t'as pas trop besoin de faire de pub, comme tu disais, pour que les gens viennent chez toi, etc. En fait, tu te promènes, il y a que ça, donc voilà. Tu dis, c'est sympa, et puis... Mais en fait, c'est pour ça que j'ai pris cet emplacement. J'étais sur la place, et je le voyais l'été, les touristes nous demandaient tout le temps où était une boulangerie, alors qu'on en avait 3 ou 4 dans le village. Mais si t'es pas sur la place, ils cherchaient pas. Et moi, j'avais un emplacement idéal. Donc, c'est aussi ce qui a fait ça. Et oui, non, pas de pub. Et le bouche à oreille est beaucoup plus fort. Et en fait, j'ai créé le lieu que j'aurais aimé avoir si je vivais là-bas. Ouais. Et ça, je pense que ça a fait qu'on a une clientèle, c'est vraiment pas une légende. T'as vraiment une clientèle qui te ressemble. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tu te jettes dans le vide quand même un peu. Ah ouais, un peu, ouais. Au bout de combien de temps tu te rodes un peu et ça y est, ça commence à être moins chaotique comme 2 ans. Dis 2 ans. Ouais, en fait, je suis partie, on en parlera après, mais je suis partie au meilleur moment. C'est-à-dire le moment où tu respires. Parce que Lucie, j'étais un peu moins stressée, parce que j'avais appris que oui, il peut y avoir des bons, des mauvais jours, parce qu'au début, si la terrasse n'était pas pleine à 10h, je me disais, c'est fini, plus personne ne m'aime, et puis d'un coup, la terrasse était pleine, tu gères ça, t'apprends aussi que si un jour t'as pas tes cookies à la noisette, c'est pas grave, ils arriveront le lendemain, et ça va bien se passer. J'apprenais à déléguer, ce que je te disais. Moi, j'étais plus en boutique, Lucie plus en labo. Ça m'a fait beaucoup respirer. J'ai arrêté de tout faire, c'est-à-dire on avait un marché gourmand le lundi soir. Je l'ai fait les 2 premières années, donc je me suis vraiment épuisée. Je travaillais beaucoup pour faire un petit chiffre le lundi soir parce que c'était pas ma clientèle. Je n'aimais pas du tout cet événement, c'est personnel. J'aimais pas. Je l'ai pas fait la dernière année. J'ai fait plus de chiffres en le faisant pas et du coup en étant moins fatiguée. Donc je dirais que c'est le moment où tu apprends un peu à prioriser, à relativiser un peu, à déléguer. J'ai embauché plus en service. Ça m'a coûté plus cher, mais je l'ai retrouvé ailleurs parce que je sais que mon 2e été, les gens rentraient dans la boutique et je me disais oh non, ce qui est absurde, mais j'en pouvais plus. J'étais esclave de la boutique parce que j'étais au four et au moulin vraiment. Et la dernière année, j'ai fait autrement. Et ça n'a pas impacté le business. Donc, en fait, c'était bien. Ça, c'était la meilleure phase. C'est même bénéfique. C'est bénéfique. Quand c'est bénéfique pour toi, t'as plus le temps de faire d'autres choses, d'être là pour tes clients. Moi, je sais que mon stress se voyait. Donc, ça se voyait moins et j'avais lâché un peu. J'avais vendu aussi, mais j'ai vendu et je suis restée ouverte plusieurs mois après. Et donc, j'ai aussi pris le meilleur. Donc, je dirais qu'il faut au moins 2 ans. Et c'est ce qui fait que j'ai pas rouvert quelque chose en arrivant à Paris, parce que je savais ce que c'était. Je crois que le plus dur, c'est presque l'avant. Ok. Gérer les travaux, trouver les fournisseurs, tout acheter, mettre en place. C'est vrai que la petite phase où t'es un peu rodé sans être blasé, ça, c'est vrai que c'est hyper agréable.
Oui, l'avant, en fait, t'as le stress de faut que ce soit prêt à telle date, faut se dépêcher de tout faire, faut penser le concept, préparer les... Ouais. Et tout, il faut trouver des fournisseurs. Moi, c'était ma première boîte. Il y avait plein de choses qui m'ont marqué, mais un commercial de boissons qui me parlait d'un fût à bière ou de café en capsule, et je me disais, mais il a rien compris. Mais quand t'es une femme, en général, déjà, ils partent un peu du principe que bon, ils savent mieux que toi. C'était ma première affaire et ça se savait et ça se voyait. Donc, t'es vraiment au pied d'une montagne et en me disant, puis tu dis, qu'est-ce que je fais? Tu vois les tarifs, est-ce que c'est le bon prix? Comment négocier? T'as jamais ouvert, donc personne va se dire on va lui faire des prix. Ouais, c'est assez. Il fallait. Enfin, je me souviens le temps incroyable que j'ai passé à acheter des schémas de fer, les moules, les ustensiles. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est ça qu'il me faut? Ouais. T'es vraiment sur une page blanche et c'est quand même de l'argent. Donc et la solitude, c'est-à-dire que moi je l'ai aimé parce que c'est un luxe. J'ai tout choisi, j'ai tout décidé. Je suis fille unique, c'est tout à fait dans mon tempérament. Mais il y a quand même cette solitude où, même si j'étais entourée, c'est des gens qui sont pas du métier. Et donc, j'avais pas ce petit avis extérieur, ce petit coup de pouce qui faisait que là, ton ciel s'éclaircit tout de suite. Je dirais, je crois que ce qu'il faut faire, c'est un peu classique, mais c'est s'écouter. Parce que les fois où j'ai fait pour faire ou parce qu'il fallait faire, ça marchait pas. Il y avait des événements, je t'ai parlé du lundi soir, il y avait une énorme fête, il y a toujours tous les mois d'août. La plupart des commerçants font des trucs et moi, ça m'a épuisée, et ça n'a pas marché parce que c'était pas du tout pour ma clientèle et puis parce que moi, j'y croyais pas et j'ai plus fait après. Et voilà, donc en fait, je crois qu'il faut se dire non, mais faut un peu se dire si je le sens pas, c'est pas grave quoi. Non, mais au début, tu veux tout faire. Tu veux être tout feu, tout flamme, et tu dis si je fais pas, je vais louper ça. Et en fait, non, il faut vraiment faire les choses pour soi, mais pour ses clients. Et quand tu connais tes clients, puis en plus, c'est ce que tu disais, finalement, tu dis on a la clientèle qui nous ressemble. Oui, ouais. Donc si toi, ça te ressemble pas, c'est qu'a priori, ça va pas ressembler à ta clientèle non plus. Il y a des gens qui me disaient on est venu pour vous voir, c'est super que vous soyez là, mais bon, j'étais comme un cheveu sur la soupe, c'était pas du tout adapté. C'est beaucoup de travail avant, beaucoup de travail après. Et j'ai appris que parfois, faire un peu moins et se ménager, c'est de l'énergie... de l'argent, du temps, de la prod que tu vas... Ce que je te disais, en fermant le lundi soir, ma marchandise du lundi soir, t'inquiète pas, je la vendais les autres jours, parce que c'est vrai qu'on était 2, plus une serveuse. Donc, en termes de stockage, je pouvais pas faire beaucoup. On aurait pu en chiffrer faire plus. Donc, en fait, je savais qu'on pouvait se répartir autrement. Ça, d'un point de vue, justement, gestion très business... Tu vois, de justement gérer les stocks, les approvisionnements, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué? Non, alors moi je voulais vraiment minimiser la perte. Alors il y a 2 choses. C'est déjà quand tu as une petite boîte, c'est-à-dire que tu n'as pas une grande maison, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, il me restait, on faisait des cheesecakes aux fruits de la passion. Et puis, il me restait plus d'inserts. Et je voulais plus faire les cheesecakes. Je me servais des inserts pour faire des pavlova. Donc, il y avait tout ça qui faisait que j'arrivais toujours, enfin, pas toujours, on a un petit peu de perte. Mais globalement, je minimisais bien la perte. Et ensuite, c'était un tout petit espace. Donc, ça m'obligeait à pas surstocker. Donc, ça, c'était pas mal. T'apprends en fonction des saisons, tu vois ce qui te reste. Mais moi, je sais que si quelque chose arrivait à date de péremption, on se disait ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on trouvait des solutions. J'ai peu jeté, vraiment peu. Et moi, j'acceptais l'idée qu'à la fin de la journée, il n'y ait plus. Donc, il y a eu quelques ratés. Mais pas beaucoup, et je donnais aux commerçants d'à côté en général. Enfin, ça finisserait pas à la poubelle. Et donc t'apprends. Après c'est le commerce, mais tu connais tes saisons, tu sais les moments où. Mais c'est pareil ici. Enfin, on est livré très souvent. Donc, mais ça m'est arrivé plein de fois. En revanche, plutôt l'inverse, de me retrouver à aller courir à acheter du mascarpone ou parce que j'en avais plus, ou des fois on se faisait surprendre parce qu'il y avait énormément de monde. Voilà. Parce que j'allais te dire, au bout de combien de temps tu arrives à dessiner
les tendances de ta boutique, de dire, je sais pas moi, le mardi après-midi, au mois d'août, il y a beaucoup plus de monde que au mois de juillet. Alors, t'as toujours des petits écarts d'une année à l'autre. Globalement, bon, tu sais que t'as Noël, tu sais que t'as l'été. Nous, là-bas, l'été, c'est très important. Et tu sais que quand t'as les Pâques, si t'as un beau week-end de Pâques et les ponts du mois de mai, ce qui joue énormément, peut-être encore plus que dans des grandes villes, c'était la météo. En fait, donc moi j'étais sur une place qui est la place du marché. On avait un très gros marché le samedi et les gens faisaient jusqu'à 50 km pour venir. Donc là, tu sais que s'il fait pas beau, déjà tu t'adaptes. Par contre, s'il fait beau, tu sais aussi. On a eu un premier Noël, il faisait 20 degrés, c'était incroyable. Et là, j'aurais pu faire 2 fois plus de prod, mais c'était ma première année. L'année suivante, temps pourri. Ça change beaucoup quand t'as beaucoup de place en terrasse. La météo, ça tu le suis. Il y a aussi une partie économie, c'est-à-dire la dissolution. Ça crée des incertitudes, les périodes électorales, tu sais qu'il y a quand même un petit frein. Mais globalement, je pense que là-dessus, t'es moins impacté qu'en ville. Il y a un côté quand même microcosme. C'était un village très commerçant, beaucoup de restaurants, de cafés. Les gens sortent, j'ai trouvé beaucoup quand même, se retrouvent beaucoup après le travail, donc tu peux juger comme ça, mais je te dirais les temps forts de l'année touristiquement et la météo. Mais effectivement, d'une année sur l'autre, ça toujours se rejoint un petit peu. Mais oui, mais je savais qu'effectivement, le jeudi après-midi, va savoir pourquoi, c'est toujours une catastrophe, on ne sait pas. Voilà. Et puis, j'essayais aussi de miser sur des produits qui pouvaient se garder. Ouais. Voilà. Donc, automne 2024, tu décides de fermer. Ouais, en fait, Paris m'a assez vite manqué. C'est vraiment, en fait, c'est une décision purement personnelle, pas du tout professionnelle. Oui, parce que tu as dit, je suis partie au meilleur moment. Oui, absolument. Mais Paris m'a tout de suite, je crois, très vite manqué. T'avais jamais habité hors de Paris? Si. Et je sais pas pourquoi je m'obstinais à partir, parce que t'as ce syndrome de tu pars en week-end et c'est idyllique, tu vois la mer ou la montagne, peu importe, le petit village. Comme tu dis, c'était post-Covid. Oui, et je pense que ça a beaucoup changé. Genre, tout le monde a eu ce truc de j'ai envie de partir d'ici. Et tu crois que c'est une petite série anglaise toute mignonne où tout le monde est ami et on est tous une grande famille. Et il y a un peu ça. Il y a un verre à moitié, si tu vois le verre à plein, il y a ça. C'est sympa. Tu peux avoir ce côté-là quand même. Je descends, je vais prendre un café, on s'envoie un message, on prend un verre, tu fais 5 mètres. Voilà, tu fais pas 3 quarts d'heure de métro. La vie est moins chère, c'est vrai. Il n'y a pas les transports en commun, c'est vrai. Moi, je descendais mon escalier, j'étais dans ma boutique. Mais il m'a manqué. J'ai sous-estimé complètement le manque de mes amis. De Paris, c'est-à-dire que moi, Paris, pour moi, c'est pas métro boulot dodo. C'est vraiment une ville dont j'ai toujours profité. Culturellement, visuellement, je trouve l'architecture, les monuments, voilà, tous les jours, je trouve ça très beau. D'aller au cinéma, j'avais la chance, ça reste un village très vivant, j'avais beaucoup de chance. Il y avait un cinéma pas loin, mais là, c'est vrai que il y a une accessibilité, une variété, un choix et un anonymat. Moi, c'est ça que j'ai très mal vécu. Les gens savent ce que tu fais, si t'es chez toi ou pas, avec qui t'es. S'ils savent pas, ils sont très capables d'inventer. Que ce soit vrai ou pas, peu importe, les gens s'immiscent dans ta vie. Moi, j'ai tout fait, en fait. Voilà. C'était un peu dur que dit comme ça, mais personnellement, c'était très étouffant et je roulais 30 km pour aller faire mes courses et être pas sûre, mais à peu près espérer croiser personne. Et ce qui est pas forcément méchant, il y a des gens que t'apprécies, mais t'as pas envie de... des fois, t'as juste envie de sortir habillé n'importe comment et te dire que personne va te reconnaître. Tu veux pas acheter ton gel douche et croiser quelqu'un. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a la barrière entre ton commerce et ta vie privée, elle existe quasiment pas. Ouais. Et alors, mais il y a aussi un bon côté. C'est-à-dire que j'ai noué des liens avec mes clients. J'allais dîner chez eux. Ils ont été d'un soutien inouï. J'avais plaisir à les voir. J'ai vraiment fait des super rencontres, même avec certains commerçants. Voilà, c'est vraiment... C'est dans les deux. Il y a vraiment du très bon et du très mauvais. Mais Paris me manquait trop et j'avais besoin de respirer et de retrouver ma ville. Et ça, c'est propre à chacun. Mais moi, Paris, c'est chez moi. Et en fait, maintenant, je trouve ça formidable d'avoir vécu cette expérience.
et de me dire Paris, c'est chez moi et je pars en week-end. Mes parents habitent au bord de la mer, c'est génial. Mais je sais que ma vie n'est pas là. Et ça a répondu à cette question. Et voilà, ça m'a soulagée, en fait. Ça me libère de cet éternel... toujours à courir après autre chose, à se dire que c'est mieux ailleurs. Mais non, en fait, moi, ma vie est à Paris. Donc, c'est génial. Je suis libérée Ça a vraiment répondu à cette question. Et aussi, Pampa, moi, j'avais l'impression d'avoir raté ma vie, d'avoir rien fait. Avant Pampa ? Ouais. Et en fait, Pampa a coché cette case merveilleusement. J'ai réussi. Je l'ai fait toute seule, enfin, presque toute seule. J'ai réussi et j'ai créé un lieu que les gens aimaient. Et qui a fonctionné jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ça a vraiment... ça a été dur, mais ça a répondu à beaucoup de questions. Mais voilà, donc la vie de village... c'est... En tout cas, quand t'es commerçant en particulier, forcément, t'es plus exposé. Tout le monde, hein. C'est la petite touche en plus. C'est la petite touche en plus. C'est la petite touche qui fait que les gens vont venir te parler. Parce que... Mais ils rentrent dans la boutique comme si t'avais que ça à faire et c'est compliqué. Tu leur appartiens un tout petit peu, mais parce que il y a ce côté micro-célébrité en fait. Tout le monde s'est quitté. Mais j'étais aussi bien contente de les voir venir dans les moments où ça allait pas et me soutenir et être là et voilà. Je sais pas si certains d'entre eux écouteront ce podcast, mais moi c'est vraiment... En préparant aujourd'hui, j'ai réfléchi au bilan de Pampa et moi il y a plein de choses qui me viennent, mais vraiment l'humain c'est la première chose. Ce que les gens ont fait pour moi. Parce que, j'en ai parlé avant, j'ai été harcelée par des gens, bêtes et méchants, on va pas parler d'eux, mais en revanche, le soutien que j'ai eu de clients, qui sont des clients initialement, qui sont venus plus souvent pour marquer leur soutien, qui sont venus prendre des nouvelles, qui m'ont dit s'il y a quoi que ce soit, on est à côté, vous nous appelez. Ça a été extraordinaire, inespéré. J'aurais jamais attendu ça de leur part. Et la fin de Pampa a été merveilleuse. C'était une grande fête. Les dernières semaines, c'était festif. Et les gens surtout me disaient, on est vraiment triste que vous partiez, mais on est content pour vous. C'est quand même génial et pour mes parents aussi, ils étaient très attachés à mes parents. J'ai fait une soirée de départ, j'ai pas pu, elle m'a échappé cette soirée, mais il y avait tellement de monde, tellement j'étais tellement gâtée, je m'y attendais pas. C'était vraiment une fin, j'ai eu une fin idéale et voilà, mais je suis partie donc pour des raisons personnelles. Mais c'est quelque chose qui me manque beaucoup aujourd'hui, cette relation avec les clients, parce que c'était chez moi, donc il y a une part d'ego, et ça, il faut l'assumer, et ça flatte ton ego merveilleusement, quand on te dit c'est génial ce que vous faites, ça c'est délicieux. Ma mère, qui pourtant n'était pas fan du projet CAP, là, était très fière. Elle disait, Delphine, c'est ma fille. Viens, Delphine, viens voir. Le monsieur, il voulait te dire que c'est très bon. Bon, ça, j'allais pas... je suis pas comme les chefs qui sortent de cuisine pour prendre des compliments. Mais c'est formidable. C'est vraiment super. Et ça m'a apporté beaucoup. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi grâce à ça. J'imagine que c'était pas une décision facile à prendre de partir, de vendre et Non, ça a été très naturel. En fait, parce que j'avais demandé quel était le point de... J'avais envie, je voulais rester un peu plus longtemps. Mais quand le harcèlement a démarré et que j'ai compris qu'il allait pas s'arrêter, j'ai fait allez hop, c'est bon. Ça a été assez instantané. Je me suis dit allez, c'est bon, t'as essayé, c'est pas fait pour toi. Ces gens sont encore là-bas. Mais bon, c'est un mode de fonctionnement que j'aimais pas trop, ce petit côté village et on parle les uns sur les autres. Moi, je savais que j'étais mentalement, j'arrivais pas à passer au-dessus de ça et que ça me pesait. Et en fait, j'avais envie de faire ce que je voulais de ma vie. Voilà, donc non, ça a été presque instantané. Je me suis dit, allez, stop, basta. Et je n'ai jamais regretté, je n'ai jamais changé d'avis. J'ai trouvé un acheteur très vite, au bon prix. Enfin, ça a été assez chouette. Donc ça s'est fait très facilement, très naturellement. Et ce qui m'a plus surprise, c'est que j'ai un peu repoussé la fermeture, c'est vrai. Parce qu'on se dit j'en ai marre, j'arrête, puis après on se dit bon allez encore un peu et j'ai fermé un samedi et je pensais que j'allais m'effondrer
Okay. J'ai pris 2 chambres dans un super hôtel que j'aimais bien. Je suis partie à 15 minutes, hein, mais et rien, pas une larme, et c'est pas venu. Je crois que c'était juste le bon moment, la bonne manière. Je suis restée quelques semaines après la fermeture pour déménager, ranger. Et non, ça s'est vraiment fait en douceur et je me suis jamais vraiment... J'ai pas eu le contre-coup. Je l'ai eu un peu là, au mois de janvier, une nostalgie de ce que je te disais, de mes clients, le manque. J'aimerais y retourner pour voir tous ces gens-là, mais voilà, tant que les gens qui m'ont harcelé sont là, j'y vais pas. Mais je vais y retourner. Mais ouais, il y a pas eu ce... Je pense que c'était la chose à faire. Ouais, c'était la bonne décision et c'était... Comme tu disais finalement sur le début où on t'a appelé pour te dire que c'était à vendre, tout s'est fait, tout s'est aligné quoi. En fait, c'est vraiment des choses auxquelles je suis très attachée, que la justice et que les choses se fassent comme ça. Et c'est vrai que dans mon petit malheur de cette situation personnelle, en fait, il y a eu que des grands bonheurs quand sont ressortis. J'ai retrouvé mon appartement à Paris. Mon locataire est parti de lui-même au mois de juillet, mais vraiment tout s'est aligné. C'était assez incroyable. Je voulais faire la saison parce que c'est vrai que c'est idiot de passer à côté du chiffre d'affaires et mon repreneur voulait que je la fasse et lui arrivait après et donc ça m'a vraiment permis d'avoir un happy end et de partir sans... Mais c'est comme une histoire d'amour, quand tu te sépares, t'es pas content, tu te disputes, mais après tu gardes que le meilleur et moi c'est vraiment le cas. Justement, avec du recul, qu'est-ce que t'as appris de toute cette aventure ? Plein de choses, vraiment. Alors, il y a le côté humain dont je t'ai parlé. Ça m'a beaucoup rapprochée avec mes parents. Ensuite, ce que je t'ai dit aussi, ça m'a donné confiance en moi. Je l'ai fait, j'ai réussi. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça marche pas et c'est pas pour autant. Si tu me disais j'ai monté ma boîte, ça va pas marcher, je te dirais pas dis donc t'es vraiment nulle. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer déjà d'avoir essayé. Et en plus ça a marché et donc ça a aussi donné un sens à ma reconversion. C'était pas... Et ça donne un sens à tout, c'est-à-dire j'ai eu mon CAP mais j'ai aussi fait des études à Dauphine et tout ce moment je me disais mais pourquoi j'ai fait toutes ces études, en fait à un moment tout s'imbrique. Ça m'a appris il faut s'écouter. Voilà, tout le monde aura toujours un avis sur ce que tu dois faire. Bon, on a sorti des trucs, oui super merci, mais fais ce que tu as envie de faire. Après, ce que je ferais peut-être ça m'a appris vraiment humainement, je crois être une meilleure personne grâce à Pampa, plus humaine, plus bienveillante, et ça m'a appris en fait ce poids social ou le jugement, ça m'a appris à dire non mais c'est bon, j'aime toujours un petit potin à droite à gauche, mais à me dire non mais en fait la vie des autres c'est la vie des autres. Il y a potin et potin. C'est pas toxique, c'est un petit tu sais que ok voilà. Non, ça m'a appris à respecter. Je voulais tellement qu'on respecte ma vie. Je me suis dit, en fait, va peut-être falloir faire pareil. Moi, humainement, je trouve que ça a été une expérience vraiment merveilleuse. Même des petites choses avec les fournisseurs. Il y a une téléopératrice que je n'ai jamais vue, à qui je passais mes commandes, mais on avait noué des liens. Voilà, ça m'a appris que c'est possible en fait. Et aujourd'hui, quand il y a des petites choses qui me stressent, parce que je me faisais des montagnes, mais en fait, je me suis toujours, au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, je me suis dit attends, rien ne s'est jamais mal terminé. Il y a même une fois où j'ai oublié la commande d'une cliente. J'étais mortifiée, je lui ai refait son fraisier rapidement. Bon voilà, c'est le pire truc qui soit arrivé. Rien de dramatique, tant mieux pour moi, c'est jamais arrivé. Donc maintenant, aujourd'hui, quand il y a des petites choses qui me stressent, je me dis mais ça va aller. Et ça va toujours globalement. Donc ça m'a beaucoup aidée à être beaucoup moins stressée. C'est rigolo. Enfin après c'est pas vrai parce que là si mes collègues de travail m'entendaient ils rigoleraient. C'est pas complètement vrai, mais en tout cas à voir plus loin et à me dire non je peux être très stressée dans la journée. À relativiser quoi. Mais à me dire à la fin ça va aller. Et c'est ce que m'a prouvé Pampa. J'ai voulu rentrer à Paris, je suis rentrée à Paris, tout s'est hyper bien passé. Donc en plus il y a pas de décision inchangeable, enfin je veux dire irréversible. C'est pas la prison. Monter sa boîte, c'est un engagement financier. C'est pour ça que je voulais rester plus longtemps. J'avais encore un crédit, etc. que j'ai remboursé. J'aurais pu gagner plus d'argent, j'en ai quand même gagné, mais en restant plus. Mais en fait, à un moment, ça doit pas être une prison. Et ma vie était à Paris et voilà. Mais je sais de quoi je suis capable et si le jour où je me sortirai prête, voilà, je sais que oui, c'est dur, mais c'est faisable. Et je trouve que tu vois, c'est un beau message parce qu'effectivement, je pense qu'on peut vite se dire bah oui, mais
je dois faire ça, je me suis dit que je devais le faire, mais quand ça devient trop lourd... Ah ouais, exactement. Effectivement, ça sert à rien de continuer. Moi, je croulais là-dessous, sous mes auto-injonctions. Ouais, c'était vraiment mes injonctions. Mais c'est toujours ça. Que tout soit parfait, que toute ma compta, je la faisais tous les jours, tous les soirs, alors qu'en fait, c'est bon, tu le fais une fois par semaine. J'allais que la boutique soit toujours extrêmement propre, mais c'était pour moi. Hein. Voilà, j'allais aux poubelles tout le temps pour pas qu'il y ait un truc qui traîne. Ça peut devenir oppressant. Et moi, il y a un jour où vraiment, je suis sortie de la boutique, je suis partie pleurer sur le parking. Ouais. Et là, non, là, c'est pas pour ça que tu le fais. Et en fait, quand tu relâches un peu, le monde s'écroule pas et les clients font pas demi-tour. Et au contraire, ils te voient mieux. Je pense qu'ils ont été assez indulgents avec moi mon deuxième été parce que j'étais hyper tendue. Alors que le dernier été, non. Et puis, il faut prendre le... Ouais, t'as envie de prendre le temps. Et si tu vois tes clients que t'adores à une table et t'es là à courir partout, ben non, moi j'aimais bien parler avec eux aussi. Et mon père, alors là, j'espère qu'il écoute. Il ronchonnait, ça l'énervait parce que lui il faisait des cafés pendant que moi je discutais. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait. Et je lui disais, mais tu sais, toi, après tu rentres chez toi, moi c'est pas fini, c'est toute ma vie. Et donc j'ai envie de ce moment-là avec mes clients. Donc je pense que c'est inévitable que la première année tu sois sous l'eau mais ça dépend des tempéraments aussi. Moi, je suis quand même quelqu'un de très stressé et d'anxieuse, mais ça apprend à te dire effectivement si tout n'est pas absolument nickel. C'est peut-être aussi l'école grande maison. Ici à Paris, je travaillais chez Pierre Hermé, chez Stora. Aujourd'hui, je travaille dans une grande maison où tout est gravissime. Ouais. Et moi, ça me correspond pas plus. Mais effectivement, en plus, je pense que c'est ce que tu disais quand tu fais une plus petite boutique, qui plus est pas à Paris, parce qu'effectivement, peut-être à Paris, t'as un peu l'injonction de ça doit être parfait, mais effectivement, comme tu disais, s'il y a plus ça, c'est pas grave. Les gens se diront, je vais prendre autre chose, et puis c'est pas grave, je reviendrai demain. Voilà, c'est une fois. Ouais. Parce que en plus, tu minimises. Moi, par exemple, il y avait plus de tarte au citron, je me mettais à refaire. Et 9 fois sur 10, c'était trop tard, j'avais loupé le coche et je les avais à la fin de la journée. Ça, c'est pas facile de trouver le petit équilibre entre. Mais par exemple, après, il y a des choses. Il y avait plus de cookies, on en recuisait à tous les coups. Hein. Je loupais le pic du marché, je vendais pas mes cookies, mais tu sais que ils sont encore bons le lendemain. Mais au début, tu veux pas décevoir en fait. À tout prix. Et ça, je pense qu'il faut laisser passer une année et il y a un filtre naturel. Il y a des gens que tu reverras plus, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Et après, moi, je pense par contre, au bout de la dernière... Je perdais plus personne, je crois, à la fin. Et après, tu as ta base de clients. Mais la première année, tu as de tout. Et tu as des gens à qui tu vas vouloir absolument plaire. Et moi, je disais oui à tout au début. Sauf qu'après, c'est pas rentable. Donc, le temps que tu vas passer à préparer un gâteau pour quelqu'un, ça n'est pas rentable. Tu peux plus, c'est pas possible. T'es pas à la maison, c'est une entreprise quand même. Alors, tu peux le faire de temps en temps pour vraiment des gens qui sont là tout le temps ou à qui tu as vraiment envie de faire plaisir. Mais après, moi, j'ai vraiment appris à dire non. Et en fait, il faut l'assumer. Je me suis beaucoup justifiée. Passer beaucoup de temps à dire oui, mais je fais ci, je fais ça. Non, mais en fait, ça sert à rien. Non, on ne fait pas ça. Je suis navrée. Voilà. Au début, tu veux vraiment plaire. Bah oui. Justement, pour toi, c'est quoi les grandes choses à savoir avant d'ouvrir sa pâtisserie, sa boutique ou... Est-ce qu'il y a des grandes choses comme ça? Je pense qu'il faut savoir que c'est très humain. T'as ton équipe, t'as tes clients, plus la partie relation comptable, fournisseur. C'est vraiment beaucoup d'énergie, c'est vraiment énormément d'énergie humainement. Tu parles toute la journée. Je sais pas à quelle heure tu ouvres. Moi, je démarrais assez tard, entre 6 et 7 heures. De 6 à 7 heures du mat, tu parles. Voilà, jusqu'à 19 heures. Où je fermais tôt, c'était un coffee shop jusqu'à 18 heures. Mon plus grand bonheur, c'était de rentrer chez moi qui est personne. Voilà, ça, il faut le savoir. Tu manages directement ou indirectement. Tu manages un peu tes clients aussi. Théoriquement, tu dois toujours être de bonne humeur. Ouais. Moi, je suis pas trop comme ça. Je suis plus que je suis. Mais théoriquement, voilà, tu dois quand même pas mal prendre sur toi. Je l'ai pas toujours fait. C'est pas vrai. Mais et puis, tu dois aussi te préparer à ce que les gens comprennent pas ce que tu fais.
mais même ton entourage. Quand tu es artisan, je crois, quel que soit l'artisanat, dans l'esprit commun entre l'artisanat et l'industriel, les gens ne mesurent pas forcément tout ce que ça implique. De mise en place en amont, les gâteaux tombent pas du ciel. T'ouvres à 9h, tu t'es pas levé à 8h30, mais pour plein de gens, c'est le cas. Hein. Le ménage se fait pas tout seul, l'administratif, aller faire des courses, aller à la déchetterie. Voilà, ça, dans l'esprit des gens, c'est invisible. Donc ça peut être très frustrant parce qu'ils valorisent pas forcément. Par exemple, tu fermes, tu leur dis je suis navrée, je veux fermer, et ils râlent, ou dis donc qu'est-ce qu'elle ferme tôt. Mais en fait, moi, c'était 60 heures minimum par semaine. Ça peut être très frustrant. Et il faut pas... faut le mettre de côté. Moi, j'ai fait de la pédagogie, mais en fait, ça sert à rien. Faut pas se justifier, c'est comme ça. Mais ça, c'est compliqué. C'est pareil pour un menuisier. Hein. Les gens pensent que le bois arrive tout comme ça et qu'il les pose et qu'il s'en va et que sa journée est finie. Ça peut être assez frustrant dans l'artisanat. Et surtout quand c'est aussi humain, c'est ta boutique, t'es dedans, les gens t'identifient. Tu représentes la boutique. Mais du coup, ils peuvent se permettre plus de choses que chez McDo, où ils disent je vais rien dire, de toute façon, c'est une multinationale. Ça peut être dur. Voilà. En tout cas, je crois que tout dépend ce que tu fais, mais moi, c'était tout dans Pampa était moi, la couleur des murs, la déco, les gâteaux. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et Oui, on rentre dans ton univers, quoi. Donc, c'est comme si je critique ton enfant. Je dis, ton fils, il est pas très bien habillé aujourd'hui. Non, mais tu as envie de dire que je m'en fous de ton avis, mais tu vas pas dire à tes clients, je m'en fous que t'aimes pas le nouveau cookie. Et voilà, ça, c'est dur parce que je sais pas si tu te détaches vraiment de ça. Et les avis Google, je peux pas trop m'en plaindre parce que là-bas, j'étais assez préservée. Mais quand je vois ce que les gens peuvent mettre sur des endroits que j'aime bien, ça, c'est un peu dur. Mais tu vois, je trouve que... c'est un peu différent, mais effectivement, il y a de plus en plus... tu vois, des gens qui vont se permettre de faire justement plein de commentaires, même en vidéo, en goûtant des pâtisseries, des trucs, en oubliant, je trouve, le travail que ça représente derrière. C'est un chef, c'est une équipe. Bon, on n'était pas beaucoup, mais même si c'est une grande brigade, c'est des gens qui donnent, même en tant que salariés, beaucoup de leur vie quand même. C'est des métiers qui prennent beaucoup de temps, qui sont physiques, qui sont durs. Il y a un côté parfois militaire, donc c'est pas toujours ça peut être un management, même s'il est bienveillant, c'est quand même intense. Oui, tu te le prends vraiment dans la figure, parce que toi, tu donnes tout pour faire plaisir, et ça reste quelque chose de très subjectif. Moi, il y a plein d'endroits que j'aime pas, ça me traverse pas l'esprit. Il y a des endroits, là récemment, dans une très belle pâtisserie dans Paris, j'ai vraiment une mauvaise expérience, mais j'y retourne pas. Oui, c'est ça. C'est tout, et ils ont leur clientèle, et je suis pas inquiète pour eux, et ça ira très bien sans moi. J'estime pas que mon avis va... Voilà, sauf vrai problème d'hygiène ou autre. Mais oui, moi, si ça me plaît pas, je passe à autre chose. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la Delphine de 2022, peut-être de 2021 même, qui veut lancer Pampa? Je peux te dire tout de suite, n'essaye pas de plaire à tout le monde. Ça a été ma plus grosse erreur. Vraiment, personnellement et professionnellement. Ma plus grosse erreur. Parce que c'est pas possible. Du coup, je me suis beaucoup rabaissée. J'ai essayé j'étais pas moi-même. Et puis en plus, en voulant bien faire, tu fais hyper mal. En voulant plaire, j'ai voulu... je me suis mêlée de plein de choses. C'est vraiment pire erreur. Il faut se présenter. Je pense que ça, c'est important quand tu ouvres un commerce. Dire bonjour. Et après, laisse les gens... fais ton travail au mieux. Je me dirais vraiment... pour tes clients et point. Voilà. Et c'est les clients à qui je plais pas... Bon, faut quand même toujours se poser la question. Mais si tu as déjà des clients à qui tu plais et que ça marche, il faut se concentrer là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais à quelqu'un qui hésite peut-être, tu vois, à ouvrir sa boutique? Moi, je crois que quand j'ai ouvert, quand tu dis je suis parisienne, je vais ouvrir dans un village de 1200 habitants, les gens se disent mais pourquoi? Et moi, mais de manière gentille, on m'a dit attends, ça fait pas ça. Donc, si toi, tu sais pourquoi tu le fais et que tu sais qu'il y a un potentiel et que tu as évidemment un business plan qui, sans faire 3 millions par an, tient la route, je crois qu'il faut y aller. Tu faut voir sur le prix. Enfin, tu sais combien financièrement tu mets. Tu dis, bon,
pour au moins être à 0, il faut que je fasse ça. C'est quand même très réaliste. Voilà. Donc, je pense qu'il faut s'écouter, vraiment. C'était quoi la question exactement ? Des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui hésite. Alors, parce que moi, je crois que il y a hésiter, c'est-à-dire, moi, je crois que je savais, tu sais quand même. À un moment, tu sais, tu dis bon. Oui, tu repousses un peu, mais au fond, t'as envie de le faire, quoi. Parce que moi, quand j'ai passé mon CAP, ça faisait un moment que c'était dans la tête, puis à un moment, j'avais un bon boulot, mais ça me plaisait pas du tout. Donc là, t'as le déclic, et je crois que là, c'était pareil. Donc je crois qu'au fond de toi, quand même, tu sais, tu peux toujours trouver des raisons de pas le faire. Mais moi, je l'ai fait toute seule, et je crois que c'est aussi ce qui fait que t'hésites moins. Je sais qu'il y a un restaurateur qui m'avait dit être seule, c'est bien pour une première expérience. Comme ça, tu sais ce que t'aimes faire, ce que t'aimes pas faire. Et c'est vrai, c'est le cas aujourd'hui. Si je devais le refaire, je ne serais pas en labo. Voilà. Donc, on sait que les associations, c'est ce qui fait beaucoup les liquidations de sociétés. Donc, bon, moi, c'est ce qui m'a permis de pas trop hésiter parce que j'avais pas non plus cette question-là. Puis même, en fait, du coup, le jour où tu veux fermer et où tu veux partir, c'est liberté. Alors, y a que toi qui décides. Justement, là-dessus, un conseil que je donnerais, je dirais, avant d'ouvrir, pense au jour où tu voudras fermer. C'est hyper important. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris cet emplacement-là. Parce que je savais que le jour où je voulais partir, c'est un emplacement en or. Et ça, c'est hyper important. Il faut toujours penser à ça. Ma mère comprenait pas au début, elle disait mais tu viens d'arriver, tu penses déjà à partir. Et j'ai une amie entrepreneur qui m'a dit mais c'est tout à fait normal. Et ça c'est vraiment important dès le début. C'est comme une histoire d'amour, c'est comme un mariage, c'est super tant que tout va bien. Mais il faut quand même penser au jour où potentiellement ça va pas, comment tu t'en sors. Et ça m'a été très utile parce que j'ai vendu très vite. J'avais un emplacement, un des meilleurs vraiment. Donc, tu sais que, allez, au pire, tu vas pas gagner d'argent en revendant, au pire. Mais tu sais qu'a priori, faut penser à la revente. Combien j'ai acheté ? Moi, j'ai acheté pas très cher. Et voilà, ça, c'est vraiment très important. Donc oui, et effectivement, être seule, ça peut avoir des bénéfices. C'est à double tranchant. Mais aujourd'hui, non, je ne referai pas quelque chose à Paris toute seule. C'est trop lourd. Mais je sais quelle partie je veux gérer de la boutique. Voilà. Quelles sont mes forces ? Après, c'est facile à dire. C'est-à-dire que j'aimerais quand même avoir un petit œil sur le labo, la carte, mais il me faudra un chef, ça c'est certain. Tu peux pas, c'est trop dur de tout faire. Mais je sais que commercialement, je crois que c'est ma force. Nouer des relations. Tu vois, aujourd'hui, je travaille pour quelqu'un d'autre, mais j'ai réussi à nouer des liens avec les clients. Donc voilà, je sais, voilà. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est d'y croire autant que si c'était mon entreprise. Alors justement, pour finir, j'avais une dernière question qui est c'est quoi la suite ? Alors là, elle est un grand point d'interrogation. En fait, quand j'ai ouvert Pampa, je voulais ouvrir pour avoir une expérience entrepreneuriale. Et comme un jury de The Voice, tu sais, ils ont plus trop de carrière, mais ça me donnait des bons conseils. Et je m'étais dit, je veux être légitime pour par la suite accompagner des gens. Donc c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Je pense je crois que l'entrepreneuriat va revenir, mais pas tout de suite. Là, j'ai 2 très gros projets personnels assez lourds qui font que c'est pas possible. En tout cas, c'est pas le bon moment. Donc aujourd'hui, j'aimerais accompagner. Alors, idéalement en interne au début. Il y a des gens qui ouvrent 1, 2, 3, plusieurs boutiques dans Paris et que j'aimerais travailler avec eux sur l'agencement. C'est chouette d'avoir un œil labo et un œil boutique. Donc voilà, ça peut être soit sur les créations de cartes, aussi la gestion financière, calculer des coûts de revient, faire des fiches recettes, minimiser la perte, et aussi sur la partie boutique, le merch, c'est je pense quelque chose que je sais bien gérer, comment optimiser l'agencement de ta boutique, la mise en avant de tes produits, la gestion d'équipe aussi. Voilà, donc c'est vers ça que je me tourne, je pense, pour la rentrée cette année. Je pense que ce sera une autre étape et puis après on verra. Je pense que c'est les rencontres aussi qui feront la suite. Oui, puis j'ai l'impression que t'es quand même très instinctive et tu dis je me laisse porter et le jour où il y aura quelque chose d'autre, on verra quoi. Mais ne planifions pas trop. Non, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui planifie et ça se passe jamais comme ça. Et c'est ce que je t'ai dit, Pampa, ça m'a appris que ça va aller. Donc ça va aller. Il faut se donner les moyens, hein, ça tombe pas du ciel, mais je sais que ça va aller.
Et j'ai la chance aussi d'être bien entourée et que mes amis me valorisent beaucoup. Et c'est grâce à eux que je me dis, ouais, tu vas y arriver aussi. Pampa, pour eux, c'était extraordinaire. J'avais vraiment l'impression d'avoir sauvé des vies. Et donc, je me dis, eux, ils ont toute confiance en moi. Donc, je me dis, ça va aller alors. Voilà. Non, mais je suis très alignée avec cette vision des choses de... En fait, je trouve que c'est plus que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu fais maintenant que tu n'aurais pas pu prévoir il y a 5 ans. Non. Et donc, ça sert à rien de vouloir tout millimétrer, etc. Parce que comme tu l'as dit, souvent, effectivement, c'est des rencontres. Ouais. Un enchaînement de plein de choses qui te font dire que finalement, je pars dans cette direction. Ouais. Donc, effectivement, je crois qu'il faut... peut-être le dernier conseil, c'est d'être vraiment bien entouré. Ouais. Même personnellement, même si c'est pas des gens du métier, et d'aller vers les autres aussi, parce que c'est dans les deux sens, et c'est ça qui fait qu'un jour on t'appellera pour faire tel projet. Et inversement, si t'es là où tu es, ça va pas humainement, écoute, peu importe si les gens qui sont convaincus de ce qu'ils font bien, tant mieux, mais si toi ça te correspond pas, ça sert à rien en fait. Faut trouver l'endroit où ça marche. Donc c'est ce que je vais faire là, voilà. D'ailleurs, tu disais être bien entourée, même si c'est des gens qui sont pas forcément du même secteur. Donc toi, c'était ton cas. Ça m'a manqué, de pas avoir des gens du secteur. C'est ce que j'allais dire. Ça m'a beaucoup manqué. Est-ce que ça t'aurait aidé, de te dire que tu t'avais une amie qui fait la même chose que toi et à qui tu peux un peu avoir... ça m'aurait aidé d'avoir quelqu'un qui me dit fais pas ça comme ça, perds pas ton temps avec ça. Mais ça c'est pas grave, oui, pourquoi tu fais pas comme ça, voilà. Puis même avec qui tu peux, je pense, te confier dans les moments difficiles et qui comprend ce que tu vis parce que mes parents qui passaient beaucoup de temps avec moi comprenaient pas à quel point c'était lourd et tout le temps, et ils l'ont compris à la fin. Mais il y a quand même une grande solitude et une grande pression. Tu es l'image de la boutique et tout retombe sur toi. Donc ça m'a manqué, ouais. Merci beaucoup merci, pour ton partage vite. Qui était super. J'ai adoré, c'était super sincère. Enfin, c'est trop chouette et je pense qu'en plus il y a plein de conseils pour les gens qui veulent ouvrir une boutique ou un peu du recul, etc. Est-ce que tu as un mot de la fin pour clore cet épisode, quelque chose à ajouter ou... Je vais radoter, mais je voudrais encore une fois dire merci à mes clients, vraiment. Voilà, c'était, c'est eux qui font que tu peux travailler, que tu existes, et c'est pas que des tickets moyens, c'est vraiment des rencontres. Et même aujourd'hui, tu vois, c'est pas ma boutique et j'ai rencontré des gens qui ont des vies vraiment passionnantes. Donc voilà, et si je vais quand même dire, on le fait pas souvent chez moi, mais je voudrais vraiment remercier mes parents. Voilà. Merci. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!